Salut et bienvenue sur notre chaîne YouTube le Club de l'Histoire africaine, African History Club, une chaîne où nous donnons à l'histoire un sens africain. Alors installez-vous et écoutez l'activiste Nathalie Yamb dans son analyse de la course aux ressources africaines que les Occidentaux ont entrepris depuis des années et relancent avec plus d'ardeur encore aujourd'hui. 1865 et 1869, l'écrivain russe Léon Tolstoï a publié une œuvre monumentale de plusieurs milliers de pages intitulée « Guerre et paix », qui se déroule à l'époque des guerres napoléoniennes. Ce sont d'ailleurs les dernières guerres que la France a gagnées seule. Pourtant, c'est elle qui ne cesse d'allumer le feu partout dans le monde, de provoquer des conflits, d'envenimer des situations et de travailler à la déstabilisation. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et comme Léon Tolstoï, dans l'émission d'aujourd'hui, je vais disséquer la guerre, notamment celle qui est menée à l'Afrique, mais aussi les différents bouleversements géopolitiques mondiaux à l'aune des événements marquants qui se sont déroulés ces dernières semaines. Et nous allons voir si ces temps complexes sont exclusivement destructeurs ou s'ils peuvent aussi être un moteur de changement historique pour notre continent. Installez-vous confortablement, attrapez un jus de bissap ou une citronnelle ou quelque chose d'autre à boire et entrez avec moi sur le théâtre des opérations de la guerre en cours pour l'appropriation des ressources. Je vous préviens, ça va secouer. On y va. Le 8 janvier 2025, un hélicoptère s'est écrasé à Sédhié-Bénou, près de Cotonou au Bénin, piloté par des individus en civil de type caucasien, des Blancs. Alors que les supputations allaient bon train, un communiqué laconique de l'ambassade des États-Unis au Bénin a été publié, qui informait que le vol avait été affrété par AFRICOM, le commandement de l'armée américaine en Afrique, en soutien aux forces armées béninoises en matière d'évacuation médicale. Fin de citation. Ah bon? Donc Patrice Talon fait appel à l'armée américaine pour procéder à des évacuations médicales? Mais qui devait donc être évacué? Il n'y avait aucun blessé ni aucun équipement médical à bord de l'appareil qui a craché. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun communiqué officiel de l'armée ou du gouvernement béninois à ce sujet? Intriguant, n'est-ce pas? Quelques jours auparavant, une attaque terroriste revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, aurait causé la mort de 28 soldats béninois au nord du pays, à la frontière avec le Niger et le Burkina, alors même que les armées américaines et françaises ont renforcé leur présence au pays de Béhanzin, malgré les dénégations du gouvernement. Les explications fournies par AFRICOM ne tiennent pas la route une seconde. Quelle était la réelle mission de cet hélicoptère avant qu'il ne s'écrase? Dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai eu à discuter avec des officiers et des soldats du Tchad, du Niger et du Cameroun qui ont pris part à des opérations contre Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Leurs témoignages concordent. À plusieurs occasions, quand ils ont repris des bastillons de Boko Haram, les otages libérés leur ont confirmé que des hélicoptères atterrissaient dans des aires préparées pour fournir des armes et de la logistique aux terroristes. Au moment de la saison des pluies, quand le niveau de l'eau remonte, l'approvisionnement se fait avec des vedettes rapides à partir des forêts qui entourent le lac. Un vétéran d'une de ces opérations a même eu l'occasion d'assister en direct à une scène surréaliste où, alors que ses troupes étaient guidées avec l'aide des instruments de renseignement, les ISR comme on les appelle dans le jargon, un avion français qui volait plus haut donnait carrément des directives aux Boko Haram qui ont réussi à encercler et à tuer la moitié des soldats qui composaient l'unité spéciale venue les combattre. C'est d'ailleurs à la même époque que le Cameroun a exigé
le départ de la base militaire américaine implantée dans le nord du pays en porte-à-faux avec sa doctrine qui refusait jusque-là la présence de toute base militaire étrangère sur son territoire. Les Américains avaient pu obtenir une dérogation pour s'installer afin de fournir du renseignement aux autorités camerounaises dans la lutte contre Boko Haram. States forces is providing intelligence, surveillance, and reconnaissance assets to the Cameroonian forces. The intent is for them to take the lead, fight the local threat, and not only is it local, but it's grown to a global threat. Or, il s'est avéré que les Yankees préféraient eux aussi, comme leurs cousins français, fournir du renseignement au Boko Haram. Leur plan machiavélique était de permettre la jonction des terroristes venus du nord avec les voyous ambazoniens venus du Nozo pour faire tomber le régime à Yaoundé. Rien que ça. J'espère qu'à ce niveau, plus personne n'en doute. Quand le général Abdraman Tiani, quand le général Assimi Goïta, quand le capitaine Ibrahim Traoré, quand je déclare que la France est l'un des plus grands financiers des terroristes en Afrique et en Asie, c'est indéniable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que depuis 2 ans et demi, la France bloque la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée par le Mali pour exposer les preuves qu'il détient à ce sujet. Dans son discours aux ambassadeurs le 6 janvier, Emmanuel Macron, en plus d'insulter copieusement les dirigeants africains qu'il a traités d'animaux ingrats même, a été clair. Parce que la France, comme la plupart de ses voisins européens, n'en possède pas ou pas à suffisance sur leur sol, les ambassadeurs sont instruits de sécuriser toutes les ressources critiques nécessaires à la survie de la très déclinante industrie française. Stratégie de sécurisation de nos approvisionnements. Nous avons bâti une stratégie sur les minerais rares, les matériaux critiques, les terres rares, qui a été élaborée il y a 2 ans. On est en train de la déployer. Je veux ici insister sur votre mobilisation à tous. Dans beaucoup des pays où vous êtes, il y a encore des capacités qui sont non exploitées et qui vont nous permettre de sécuriser toutes nos filières. Nous sommes loin d'avoir obtenu le résultat. Et si nous voulons une France plus indépendante et qui réussisse dans les années à venir face à ces grands défis, nous devons sécuriser sur le lithium, sur l'uranium, sur le cobalt, sur énormément, justement, de ces capacités. Et c'est un véritable jeu diplomatique qui a commencé il y a plusieurs années, avec une agressivité chinoise qui est connue de tous. Donc, de la Mongolie à beaucoup de pays de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, nous avons des stratégies matériaux critiques, minerais rares, à poursuivre. Et vraiment, je compte sur votre mobilisation. Et je demanderai là aussi que les ministres puissent revenir sur cette feuille de route. Ailleurs dans le monde, par exemple en Mongolie ou au Kazakhstan, cela signifie qu'ils vont aller mettre en place les conditions de la négociation et de l'achat de ces ressources cruciales au prix du marché. Mais en Afrique et plus spécifiquement dans la zone dite francophone, qu'ils considèrent comme leur chose, cela signifie aller les piller, aller se servir ou alors aller les acheter pour des peccadilles, soit avec la complicité des laquais placés par eux à la tête de nos États, ou alors avec la complicité des terroristes qui agissent en supplétif des armées d'occupation occidentale dans les zones concernées. D'ailleurs, parfois, terroristes et chefs d'État collaborent main dans la main pour servir les intérêts des puissances étrangères. On l'a vu au Burkina Faso avec Blaise Compaoré et surtout au Niger avec Mohamed Bazoum, pour le retour duquel la France est prête à commettre toutes les saloperies et toutes les barbaries. Ainsi, toujours dans la zone du bassin du lac Tchad, côté Nigeria, plusieurs dizaines de blocs pétroliers et gaziers répertoriés depuis le début des années 2000 par la NNPC, la Nigeria National Petroleum Company, constituent des réserves stratégiques pour les financiers de Boko Haram et de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est la branche sécessionniste de Boko Haram qui a fait allégeance à Daesh en 2016. C'est ce qui explique pourquoi ils ne sont toujours pas exploités et pourquoi c'est seulement dans ces zones-là que règne le terrorisme et l'insécurité.
Pareil du côté du nord du Bénin, où dans la zone du parc W, les sites d'orpaillage clandestins pullulent et le fer se ramasse à même le sol. Pareil également du côté du Sahel, bien évidemment. C'est ainsi que régulièrement, des attaquants venus du Nigeria s'en prennent au pipeline Niger-Bénin, qui est à moins de 5 km de la frontière, avant de retourner promptement dans l'état de Sokoto, dans lequel des agents de la DGSE se sont installés depuis plusieurs mois, plus spécifiquement après que l'armée française a été chassée du Niger, pour recruter et entraîner des terroristes et mettre en place les infrastructures nécessaires. My testimony, I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Now my testimony, testimony, my testimony. I don't chop, I don't testimony. I don't testimony. Je m'appelle Chop Money. Beaucoup de gens se sont marrés en voyant la garde nationale française chanter Testimony de P-Square lors de la visite du dealer de drogue Bola Tinubu au consommateur de cocaïne Emmanuel Macron en France. Pourtant, derrière cette atmosphère bon enfant se tramaient des sombres machinations pour déstabiliser les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali et le Niger, mais aussi le Tchad, dont le président, le maréchal Mahama Idriss Déby Itno, que j'appelle Petit Déby pour le distinguer de son père, a décidé quelque part vers fin 2023, de diversifier ses partenariats, notamment militaires, ce qui a été considéré comme un casus belli par Paris. J'y reviendrai. Entre petits fours et mouvements de danse, ce sont des plans machiavéliques qui ont été discutés, peaufinés et validés. Après l'installation de 2 bases de l'armée française à Guigidi et à Gidankata dans l'état de Sokoto au Nigeria, on voit apparaître un nouveau groupe terroriste, les Lakurawa, également domiciliés dans l'état de Sokoto, qui sont en réalité un démembrement de l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, un sous-traitant bien connu de l'armée française. C'est à eux que l'on doit une grande partie des attaques récentes contre le pipeline Niger-Bénin. Mais comme cela n'a pas eu l'effet escompté, à savoir l'écroulement de l'économie nigérienne, Paris a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et c'est ainsi que le 8 janvier 2025, les services français ont convoqué une réunion dans une localité du bassin du lac Tchad avec les terroristes, des représentants du Bénin, du Nigeria et d'autres puissances occidentales, lors de laquelle il a été distribué des ceintures à explosifs pour passer à la phase des attentats suicides et des enlèvements en masse, comme en 2014, quand 276 élèves du lycée de jeunes filles de Chibok au Nigeria avaient été enlevés par Boko Haram pour ensuite, pour certaines, être mariées de force à leurs bourreaux ou alors être mises en esclavage. Ceux de ma génération se souviennent encore de la campagne mondiale Bring Back Our Girls qui avait suivi cet événement tragique. Par la suite, 57 jeunes filles avaient pu s'enfuir peu après l'attaque. 107 ont été libérées en 2016 et 2017 à la suite de négociations que le gouvernement Buhari avait menées avec Boko Haram et une centaine est toujours portée disparue à ce jour, dont probablement peu sont encore en vie. Que la France ait de nouveau recours à des stratagèmes aussi odieux et meurtriers n'est pas une surprise, car elle est coutumière du fait. Son appétence à faire couler le sang des Africains a déjà été prouvée à travers les siècles, par les nombreux coups d'État qu'elle a perpétrés, mais également par la mission Voulez Chanoine au Niger, par l'extermination des indépendantistes au Cameroun ou par la guerre du Biafra au Nigeria, qui a fait plus d'1 million de morts et lors de laquelle la France a fourni conseillers militaires, mercenaires et armes aux sécessionnistes qu'elle a fait acheminer par ses laquais historiques, le Gabon et la Côte d'Ivoire. L'histoire et le passé récent sont truffés de ses exploits macabres en la matière et il est affligeant de constater qu'il se trouve néanmoins toujours des Africains pour l'aider à les commettre. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne,
Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être averti lorsque je mets en ligne une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de partager. En attendant la prochaine fois, rappelez-vous, jusqu'à ce que le lion raconte l'histoire, le chasseur sera toujours le héros.